Je me souviens encore des premières lignes de code que j'ai écrites dans ce bureau exigu, avec ses lumières vacillantes et ses claviers tachés de café. À cette époque, l'entreprise n'était qu'une start-up qui s'accrochait à la survie, nichée dans un petit immeuble décrépit de la Croix-Rousse à Lyon. Technologie, c'était son nom, n'avait ni système ni structure, juste une ambition débordante. J'y suis entrée avec une vision qui dépassait la simple programmation, je voulais construire l'architecture invisible qui leur permettrait de grandir sans sombrer dans le chaos. Et pendant 12 ans, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce n'était pas facile au début. Mes collègues, Antoine et Mathilde, doutaient de mes méthodes. Trop complexe, disait Antoine en sirotant son petit noir quotidien. On pourrait acheter des solutions toutes faites, suggérait Mathilde. Mais Julien, le fondateur, un trentenaire aux yeux brillants d'ambition, m'avait donné carte blanche. Il croyait en ma vision. J'ai commencé par les bases, un tableau de bord interne qui consolidait toutes nos données. Puis, lentement, j'ai construit les portails clients, les systèmes de facturation automatique, et finalement, la logistique automatisée qui nous a fait économiser des centaines d'heures par semaine. Je travaillais souvent jusqu'à l'aube, le silence de la nuit lyonnaise uniquement perturbé par le cliquetis de mon clavier et le ronronnement des serveurs que j'avais installés moi-même dans une petite pièce adjacente à mon bureau. Chaque matin, en traversant la place Bellecour pour me rendre au travail, je réfléchissais aux améliorations à apporter. Le système grandissait, comme un organisme vivant. Il absorbait chaque changement, chaque situation d'urgence, chaque petit miracle que nous réalisions pour nos clients. Je n'étais pas simplement le gars de l'informatique, j'étais le pouls silencieux derrière toutes nos opérations. Les années ont passé et technologie a prospéré. Nous avons déménagé dans de beaux bureaux sur les quais de Saône. L'équipe s'est agrandie. Mes systèmes sont devenus le cœur battant de tout ce que nous faisions. J'ai formé une petite équipe, Léa, fraîchement diplômée de l'école polytechnique, Thomas, un autodidacte brillant comme je l'avais été, et Sophie, experte en expérience utilisateur. Ensemble, nous avons perfectionné ce que j'avais commencé. Nos clients étaient impressionnés. Comment faites-vous pour que tout soit si fluide, demandait souvent Monsieur Durand de la Société lyonnaise de transport. Je souriais modestement en répondant que c'était le fruit d'années de travail méticuleux. Peu savaient que derrière cette simplicité apparente se cachait une architecture complexe, pensée et repensée des milliers de fois. Les vendredis soirs, nous nous retrouvions souvent au Café des Artisans, près de la place des Terreaux. J'écoutais mes collègues parler de leur week-end prévu à Annecy ou dans le Beaujolais, tout en réfléchissant déjà aux nouvelles fonctionnalités que j'allais développer le lundi suivant. Julien me disait souvent, « Détends-toi un peu, Pierre. » Mais pour moi, ces systèmes n'étaient pas juste un travail, ils étaient ma passion, mon œuvre. Puis l'entreprise a commencé à réellement décoller. Nous avons ouvert des bureaux à Paris, puis à Bruxelles. Nos effectifs ont dépassé la centaine, puis les 200. De nouveaux visages sont apparus, des cadres supérieurs venant de grandes entreprises comme Capgemini ou Atos. Avec eux sont arrivées les présentations PowerPoint, les buzzwords, et une fin de disruption qui commençait à me mettre mal à l'aise. J'ai vu le changement arriver, lentement mais sûrement. Lors des réunions de direction, auxquelles j'étais désormais convié en tant que directeur technique, il était de plus en plus question de modernisation et de transformation digitale, comme si ce que nous avions bâti n'était pas déjà à la pointe de la technologie. Je restais silencieux, espérant que mon travail parlerait de lui-même. Un jour, Julien est entré dans mon bureau avec un sourire différent, un peu forcé. « Pierre, nous allons faire évoluer la structure de l'entreprise. Nous avons de nouveaux investisseurs, et ils veulent que nous passions à l'étape suivante. » J'ai hoché la tête, sans trop comprendre ce que cela signifiait pour moi, pour mes systèmes. Puis il a ajouté, « Nous allons faire appel à un consultant externe pour évaluer notre infrastructure technique. » Ce fut le premier signe. J'aurais dû m'inquiéter davantage. Mais après 12 ans à construire et à protéger cette entreprise, je me sentais intouchable. J'avais tort. Il s'appelait Rémi Deschamps. Grand, élancé, toujours impeccablement vêtu de costumes sur mesure qui devaient coûter plus cher que mon loyer mensuel sur les hauteurs de la Croix-Rousse. Il portait des chaussures italiennes qui claquaient sur le parquet de nos bureaux et transportait un attaché-caisse en cuir comme s'il contenait les secrets de l'univers. Le consultant.
Son arrivée fut annoncée un lundi matin pluvieux de novembre. Julien l'a présenté lors de notre réunion hebdomadaire avec un enthousiasme qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Rémi vient de chez McKinsey Paris. Il a travaillé avec des entreprises comme Société Générale et Carrefour pour moderniser leurs infrastructures technologiques. Il va nous aider à préparer technologie pour la prochaine phase de croissance. Dès cette première rencontre, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Rémi a parlé pendant 45 minutes sans jamais mentionner une seule ligne de code. Tout n'était que transformation digitale, agilité opérationnelle et innovation disruptive. J'ai essayé d'intervenir à plusieurs reprises, mais chaque fois, il détournait habilement la conversation. Pierre est notre gourou technique, a plaisanté Julien. Il a construit tous nos systèmes depuis le début. Rémi m'a regardé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Impressionnant. Ça doit être un véritable monument historique, ce système. Ce mot, historique, résonna comme une sentence. Pas comme un compliment, mais comme une condamnation. Dans les jours qui ont suivi, Rémi s'est installé dans un bureau juste à côté de celui de Julien. Je les voyais souvent ensemble, penchés sur des graphiques et des diapositives, parlant à voix basse. Des réunions ont été organisées, auxquelles je n'étais pas convié. Mon équipe commençait à s'inquiéter. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre ?» m'a demandé Léa un soir alors que nous étions les derniers au bureau. « On entend des rumeurs. »« Quelles rumeurs ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Ils parlent de refonte complète. De repartir de zéro. » « Est-ce que c'est vrai ?» J'ai voulu la rassurer, mais je ne pouvais pas mentir. « Je ne sais pas, Léa. Personne ne me dit rien ces jours-ci. » Une semaine plus tard, j'ai finalement été invitée à une réunion avec le comité de direction. Autour de la grande table en bois dans notre salle de conférence avec vue sur la Saône, ils étaient tous là, Julien, notre directeur financier Baptiste, Claire de la direction commerciale, et bien sûr, Rémi. L'atmosphère était tendue, presque funèbre. Pierre, a commencé Julien, évitant mon regard, nous avons pris une décision stratégique concernant notre infrastructure technique. Rémi a pris le relais, manipulant sa tablette pour projeter un diagramme complexe sur l'écran mural. Nous avons effectué une analyse approfondie de vos systèmes, Pierre. Ils sont, comment dire, robustes pour ce qu'ils font. Mais ils présentent des vulnérabilités critiques pour notre expansion future. Quelle vulnérabilité, ai-je demandé, sentant la colère monter en moi. Nos systèmes n'ont jamais eu une minute de panne en 12 ans. Ils gèrent des millions de transactions par jour sans aucun problème. C'est justement ça, le problème, a-t-il répondu avec ce sourire condescendant qui deviendrait mon cauchemar. Ils sont trop passifs. Trop monolithiques. L'avenir est aux microservices, à l'architecture cloud native, à l'intelligence artificielle intégrée. Il a fait défiler plusieurs diapositives remplies de jargon, de flèches et de graphiques incompréhensibles. Vos systèmes sont comme une forteresse médiévale à l'ère des drones. Impressionnant, mais obsolète. J'ai regardé autour de la table, cherchant un allié. Mais tous les visages étaient impassibles, déjà convaincus. Même Claire, qui avait toujours défendu mon travail auprès des clients difficiles, semblait acquise à leur cause. Vous voulez tout réécrire, ai-je conclu, les dents serrées. Réinventer, a corrigé Rémi avec un geste de la main. Nous allons faire appel à une équipe externe. Des spécialistes du cloud et de l'IA. Ils vont construire la plateforme technologie 2.0. Plus rapide, plus flexible, plus intelligente. Et mon équipe, ai-je demandé. Léa, Thomas, Sophie. Julien s'est finalement décidé à me regarder dans les yeux. Ils auront l'opportunité de travailler sur des projets secondaires pendant la transition. Nous espérons qu'ils pourront s'adapter aux nouvelles technologies. Ce n'était pas une question de technologie. C'était une question de confiance. Après 12 ans, après avoir construit l'entreprise depuis ses fondations, il ne me faisait plus confiance pour la mener plus loin. Et moi, ai-je finalement demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Nous aimerions que tu documentes tes systèmes, a dit Baptiste, parlant pour la première fois. Que tu facilites la transition. Ton expertise historique sera précieuse. Historique. Ce mot à nouveau.
Le plus ironique dans cette situation, c'est que j'avais moi-même envisagé une refonte partielle de nos systèmes. J'avais des plans, des prototypes même, pour faire évoluer notre architecture vers quelque chose de plus modulaire. Mais je voulais le faire progressivement, prudemment, sans risquer la stabilité qui avait fait notre réputation. Ces plans étaient dans mon tiroir, dans un dossier que personne n'avait jamais demandé à voir. Les semaines suivantes furent parmi les plus difficiles de ma carrière. L'équipe externe est arrivée, une douzaine de jeunes développeurs arrogants dirigés par un certain Marc, un ancien collègue de Rémi chez MC Kinsey. Ils s'installèrent dans l'open space, déplaçant mon équipe vers des bureaux plus petits à l'étage inférieur. On m'a demandé de leur expliquer comment fonctionnaient nos systèmes. C'était comme disséquer mon propre enfant devant une foule indifférente. Je répondais à leurs questions superficielles, sachant qu'ils ne saisissaient pas la complexité et les subtilités de ce que j'avais créé. Ils prenaient des notes, hochaient la tête, mais leurs yeux trahissaient leur dédain pour ce qu'ils considéraient comme du code legacy. Le pire vint quelques jours plus tard, lorsque David, notre nouveau directeur technique, un jeune homme que j'avais formé 5 ans auparavant, vint me voir dans mon bureau. « Pierre, dit-il, visiblement mal à l'aise, Rémi pense que ta présence constante perturbe l'équipe de transition. Il suggère que tu travailles à distance pendant quelque temps. » C'était la goutte d'eau. J'ai regardé David droit dans les yeux, ce jeune homme à qui j'avais tout appris, et j'ai simplement dit « D'accord. Je comprends. » Ce soir-là, rentré chez moi, assis sur mon balcon qui donnait sur la ville illuminée, j'ai pris ma décision. Je ne serai pas celui qu'on pousse lentement vers la sortie. Je partirai de mon propre chef, avec dignité. J'ai rédigé ma lettre de démission le soir même, assis à ma petite table en chêne dans ma cuisine, avec une bouteille de Côte-du-Rhône pour seule compagnie. Les mots sont venus facilement, sans amertume apparente, professionnels et concis. Pas une ligne sur mes véritables sentiments, sur la trahison que je ressentais. À quoi bon? Ils avaient déjà choisi leur voie. Le lendemain matin, j'ai déposé l'enveloppe sur le bureau de Julien avant que quiconque n'arrive. Puis je suis descendu au sous-sol, dans la salle des serveurs, mon sanctuaire pendant toutes ces années. J'ai passé ma main sur les racks bourdonnants, sentant la chaleur familière qu'ils dégageaient. Ces machines contenaient une partie de ma vie, de mon âme peut-être. Je me suis permis un moment de nostalgie, puis j'ai tourné les talons. « Tu pars vraiment ?» La voix de Léa m'a surpris. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, l'air aussi épuisé que moi. « Comment le sais-tu déjà ?» ai-je demandé. « Je t'ai vu avec l'enveloppe. » Ce n'était pas difficile à deviner. Elle s'est approchée, a hésité, puis m'a serré dans ses bras. « On va faire quoi sans toi ?» J'ai souri tristement. « Vous allez vous adapter. Comme toujours. » Et les systèmes ? Personne ne les comprend comme toi. Ils ont décidé qu'ils n'en voulaient plus, de toute façon. Ma voix s'est légèrement brisée, trahissant mon émotion. Tout est documenté. Et tu peux m'appeler si. Si leur merveilleux consultant échoue, a-t-elle complété avec un sourire amer. Je n'ai pas répondu. Nous savions tous les deux que c'était exactement ce que je pensais. Au cours des 2 semaines de préavis, j'ai méthodiquement documenté chaque aspect de nos systèmes, chaque subtilité, chaque exception. J'ai créé des diagrammes, des guides de dépannage, des manuels de procédure. J'ai travaillé plus que jamais, non pas pour Technologie ou pour Julien, mais pour Léa, Thomas, Sophie et les autres qui resteraient après mon départ. Je ne voulais pas qu'ils souffrent de ma décision. Julien a tenté de me parler à plusieurs reprises, mais j'ai évité ces conversations, prétextant toujours des documents urgents à finaliser. Qu'aurions-nous pu nous dire après tout ? La décision était prise. Les dés étaient jetés. Le dernier jour est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. J'ai vidé mon bureau pendant la pause déjeuner, quand la plupart des employés étaient sortis. Quelques photos, des livres techniques, une tasse offerte par l'équipe pour mes 10 ans dans l'entreprise. Tout tenait dans un simple carton. 12 années réduites à si peu. David m'a intercepté près des ascenseurs. « Pierre, attends. On organise un pot de départ ce soir. Au café des artisans, comme d'habitude. Tu viendras, n'est-ce pas ?» J'ai regardé ce jeune homme que j'avais vu grandir professionnellement, devenir brillant, puis me trahir.
Non, David. Je ne pense pas. Mais merci pour la proposition. Son visage s'est décomposé. Je comprends que tu sois en colère. Je ne suis pas en colère, David. Je suis déçu. Ce n'est pas la même chose. L'ascenseur est arrivé, me sauvant d'une conversation qui n'aurait mené nulle part. J'y suis entré, mon carton dans les bras, et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes se sont refermées sur mon passé. Dehors, Lyon baignait dans la lumière dorée d'un après-midi de printemps. J'ai marché lentement le long des quais de Saône, sentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Une partie de moi était morte en quittant cet immeuble, mais une autre, endormie depuis longtemps, commençait à s'éveiller. Les jours qui ont suivi ont été étrangement paisibles. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas allumé mon ordinateur pendant tout un week-end. J'ai redécouvert ma ville comme un touriste, flânant dans les traboules du Vieux-Lyon, m'asseyant aux terrasses des cafés de la place Bellecour, visitant même le musée des Confluences que j'avais toujours reporté à quand j'aurai le temps. Le temps, j'en avais maintenant. Trop, peut-être. J'ai renoué contact avec d'anciens amis, ceux que j'avais négligés au profit de mes nuits blanches devant un écran. François, mon ami d'enfance devenu chef cuisinier, m'a invité dans son restaurant près de la place des Terreaux. Tu as l'air reposé pour une fois, m'a-t-il dit en me servant un verre de Beaujolais. Le chômage te va bien. J'ai ri. Ce n'est pas du chômage. C'est une pause réflexive. Et après? J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas encore. Des idées, j'en ai plein. Mais pour l'instant, j'apprécie juste le silence. Et c'était vrai. Le silence de mon téléphone qui ne sonnait plus avec des urgences techniques. Le silence de mes nuits sans cauchemar de système qui plantent. Le silence de mes pensées, libérées des contraintes et des pressions constantes. J'ai commencé à cuisiner à nouveau, des plats que ma grand-mère m'avait appris à préparer dans sa cuisine à Villefranche-sur-Saône. J'ai dévoré des livres qui attendaient depuis des années sur mes étagères. J'ai même esquissé quelques idées pour de nouveaux projets, des applications que j'aurais aimé développer depuis longtemps. Mais malgré cette apparente sérénité, je ne pouvais m'empêcher de penser à technologie. Comment se déroulait la transition? L'équipe externe avait-elle compris la complexité de nos systèmes? Léa et les autres s'en sortaient-ils? Parfois, le soir, je me surprenais à vérifier ma boîte mail professionnelle, que je n'avais pas encore supprimée. Les premiers jours, rien d'intéressant. Puis, progressivement, des messages ont commencé à arriver. D'abord de Sophie, comment fait-on pour reconfigurer le module de facturation pour les clients belges? Puis de Thomas, tu te souviens du correctif que nous avions appliqué l'année dernière pour le bug des devises? On ne le retrouve plus dans la documentation. J'ai ignoré ces messages. Ce n'était plus mon problème. Ils avaient choisi de suivre Rémi et ses promesses grandioses, ils devaient maintenant en assumer les conséquences. 3 semaines après mon départ, alors que je sirotais un café à la terrasse du Grand Café des Négociants, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je connaissais bien, celui de David. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Pierre? Sa voix était tendue, presque méconnaissable. On a un problème. Un gros problème. J'ai senti une étrange satisfaction m'envahir, immédiatement suivie par un sentiment de culpabilité. Ces gens avaient été ma famille pendant 12 ans. Je ne pouvais pas me réjouir de leurs difficultés, même s'ils m'avaient blessé. Quel genre de problème, David? Tout. Tout plante. Le nouveau système a été mis en ligne hier et c'est un désastre complet. Les clients ne peuvent plus accéder à leurs données. Les commandes disparaissent. La facturation est complètement détraquée. J'ai fermé les yeux, visualisant le chaos dans les bureaux que j'avais quittés. Où est Rémi? Un silence éloquent. Il est en déplacement à Paris. Pour présenter notre révolution technologique à des investisseurs potentiels. J'ai presque ri. Presque. Et son équipe de génie? Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Mais c'est comme s'ils découvraient le code pour la première fois. Pierre, on perd des milliers d'euros par heure. J'ai pris une longue gorgée de mon café, savourant ce moment malgré moi. Et que veux-tu que je fasse exactement?
David a respiré profondément. On a besoin de ton aide. 4 mots simples, mais qui changeaient tout. Je pouvais raccrocher, les laisser se débrouiller avec le chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ou je pouvais intervenir, sauver ce que j'avais bâti pendant toutes ces années. Je vais y réfléchir, ai-je répondu calmement, avant de raccrocher. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, fixant le plafond, j'ai longuement médité sur cette conversation. Ce n'était pas une question de fierté ou de vengeance. C'était une question de responsabilité. Ces systèmes étaient mon œuvre, ma création. Pouvais-je vraiment les abandonner? Au petit matin, ma décision était prise. Le lendemain matin, je me suis présenté devant l'immeuble de technologie sur les quais de Saône. C'était étrange de revenir après ces semaines d'absence, comme revisiter la maison de son enfance des années plus tard. Mais cette fois, je n'y revenais pas comme un employé. J'y entrais comme un sauveur, ou du moins, c'était ce qu'ils espéraient. À la réception, Martine m'a reconnu immédiatement. « Pierre! Quel plaisir de te revoir !» Son sourire était sincère, mais ses yeux trahissaient l'anxiété qui régnait dans le bâtiment. « C'est compliqué là-haut », a-t-elle ajouté en baissant la voix. « J'imagine », ai-je répondu en signant le registre des visiteurs. Visiteurs. Ce statut me semblait surréaliste après toutes ces années. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 4e étage, j'ai été frappé par l'atmosphère de crise qui régnait. Des employés couraient dans tous les sens, des téléphones sonnaient sans arrêt, et dans l'open space, un groupe de développeurs fixait désespérément leurs écrans, le visage pâle d'épuisement. David m'a aperçu et s'est précipité vers moi. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en bataille. « Tu es venu », a-t-il dit, soulagé. « Merci, Pierre. Vraiment. Je ne promets rien, ai-je répondu. Explique-moi ce qui se passe exactement. Il m'a conduit vers la salle de crise qu'ils avaient improvisée dans mon ancien bureau. Sur le tableau blanc, un diagramme chaotique tentait d'expliquer les multiples points de défaillance du nouveau système. Léa et Thomas étaient là, ainsi que 2 développeurs de l'équipe externe que je ne connaissais pas. Quand je suis entrée, Léa s'est levée d'un bond et m'a serré dans ses bras. « Si tu savais comme tu nous as manqué », a-t-elle murmuré. « Racontez-moi tout », ai-je demandé en m'asseyant. L'histoire était encore pire que ce que j'avais imaginé. L'équipe externe avait décidé de migrer l'ensemble de nos systèmes en une seule fois, plutôt que progressivement comme je l'aurais fait. Ils avaient sous-estimé la complexité des interactions entre les différents modules et, surtout, ils n'avaient pas compris la logique métier sous-jacente que j'avais soigneusement intégrée au fil des ans. Le résultat ? Un désastre complet. Les clients ne pouvaient plus se connecter à leur portail. Ceux qui y parvenaient ne voyaient que des données partielles ou, pire, les données d'autres clients. Les commandes étaient traitées de manière aléatoire, certaines disparaissant complètement, d'autres étant dupliquées. La facturation automatique générait des factures erronées, et la logistique était tellement perturbée que des camions partaient à vide tandis que des entrepôts débordaient de marchandises censées être déjà livrées. « Où est Julien ?» ai-je demandé, remarquant son absence. David a échangé un regard avec Léa. En conférence téléphonique permanente avec les actionnaires et les plus gros clients. Il essaie de limiter les dégâts. Et Rémi ? Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question avec une pointe de satisfaction malicieuse. Toujours à Paris, a répondu Thomas avec un rictus amer. Apparemment, il a des engagements importants qu'il ne peut pas annuler. Il nous guide à distance. J'ai réprimé un rire sans joie. Bien sûr qu'il était absent. Les consultants comme lui disparaissaient toujours quand les choses tournaient mal. Montre-moi le code, ai-je demandé à l'un des développeurs externes, un jeune homme à lunettes qui se présenta comme Adrien. Ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Ils avaient effectivement utilisé toutes les technologies à la mode que Rémi avait vantées, microservices, containerisation, intelligence artificielle, mais sans comprendre les fondements de notre activité. C'était comme s'ils avaient traduit un poème du français au japonais puis à l'arabe et enfin retour au français en utilisant un traducteur automatique. La structure était là, mais l'âme avait disparu. « Comment avez-vous pu approuver ça ?» ai-je demandé à David, incrédule. Il a baissé les yeux. On ne nous a pas vraiment consultés. Rémi a présenté des rapports d'avancement qui semblaient prometteurs.
Des diagrammes, des métriques impressionnantes, des démonstrations qui fonctionnaient, sur des environnements de tests limités. Je me suis frotté les tempes, sentant une migraine poindre. Et maintenant, qu'attendez-vous de moi exactement? Je ne peux pas réparer cette chose en claquant des doigts. On ne te demande pas de la réparer, a répondu Léa. On veut juste revenir en arrière. Remettre les anciens systèmes en marche pendant qu'on réfléchit à une vraie stratégie de migration. C'était la solution logique, bien sûr. Mais était-elle encore possible? Avez-vous des sauvegardes complètes de l'ancienne architecture? Le silence qui a suivi m'a donné froid dans le dos. En théorie, oui, a finalement dit Thomas. Mais elles sont sur les serveurs de secours à Villeurbanne, et on a des problèmes d'accès depuis la migration. Les crédentials ont été changés et... Personne n'a pensé à vérifier les sauvegardes avant de tout basculer, ai-je demandé, abasourdi. David a passé sa main dans ses cheveux, l'air encore plus abattu. Rémi a insisté sur le fait que c'était une immigration vers l'avant et que prévoir un retour en arrière enverrait un message négatif aux équipes. Point. J'ai fermé les yeux un instant, digérant l'ampleur de la catastrophe. Des années de travail, mises en péril par l'arrogance d'un consultant et la naïveté de managers trop impressionnables. J'aurais pu partir, les laisser se débrouiller avec ce désastre qu'ils avaient eux-mêmes créé. Une partie de moi le voulait, d'ailleurs. Mais une autre partie, plus profonde, ne pouvait pas abandonner ces systèmes que j'avais créés, cette entreprise que j'avais aidé à bâtir. D'accord, ai-je finalement dit. Voilà ce qu'on va faire. Pendant les 12 heures suivantes, nous avons travaillé sans relâche. J'ai commencé par secourir la base de données principale, qui, heureusement, n'avait pas été complètement corrompue par la migration. Puis, avec l'aide de Léa et Thomas, nous avons reconstruit les connexions essentielles entre les modules critiques. Ce n'était pas une restauration complète, loin de là, mais au moins, les clients pourraient à nouveau accéder à leurs données et passer des commandes. Au milieu de la nuit, alors que nous étions tous épuisés mais que le système commençait à montrer des signes de stabilisation, Julien est apparu à la porte. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. « Pierre, a-t-il dit, hésitant. Je peux te parler en privé ?» Je l'ai suivi dans son bureau, laissant les autres continuer les réparations. La pièce était dans un désordre inhabituel, des tasses de café à moitié vides jonchant son bureau habituellement impeccable, des dossiers éparpillés partout. « Je voulais te remercier d'être venu, a-t-il commencé, évitant mon regard. Je sais que tu n'avais aucune obligation de nous aider après tout ce qui s'est passé. » J'ai haussé les épaules. Je ne l'ai pas fait pour toi ou pour l'entreprise. Je l'ai fait pour les systèmes et pour l'équipe. Il a hoché la tête, compréhensif. Je mérite ça. J'ai fait une erreur, Pierre. Une énorme erreur. J'ai été séduit par des promesses de modernité et d'innovation, et j'ai oublié ce qui avait fait notre force pendant toutes ces années, la fiabilité, la stabilité, ta vision. C'était une confession sincère, mais elle arrivait trop tard. Qu'est-ce que tu veux, Julien? Il est 3 heures du matin, et j'ai encore beaucoup de travail. Il a pris une profonde inspiration. Je veux que tu reviennes. Pas comme avant. Mieux qu'avant. Directeur technique en chef, avec une équipe plus grande, un budget conséquent pour moderniser les systèmes à ton rythme, comme tu l'entends. J'ai presque éclaté de rire. Tu crois vraiment que c'est ce que je veux? Revenir comme si rien ne s'était passé? Je comprends ta colère. Ce n'est pas de la colère, Julien. C'est de la déception. Tu as douté de moi après 12 ans de loyauté. Tu as écouté un étranger plutôt que la personne qui a construit cette entreprise avec toi depuis le début. Ce n'est pas une question de titre ou de salaire. C'est une question de confiance. Et la confiance, une fois brisée, elle peut être reconstruite, a-t-il plaidé. Comme les systèmes. J'ai secoué la tête. Non, Julien. Je ne reviendrai pas comme employé. Mais j'ai une autre proposition à te faire. Il m'a regardé, soudain attentif. Je vais terminer de stabiliser les systèmes critiques. Puis je formerai ton équipe, la vraie équipe, pas ces consultants externes, à les maintenir et à les faire évoluer progressivement. Mais je le ferai en tant que consultant indépendant. À mes conditions,
à mon tarif. Son visage s'est éclairé d'espoir. Tout ce que tu voudras. Et Rémi? Le visage de Julien s'est assombri. Son contrat sera terminé dès demain. Je m'en occupe personnellement. J'ai hoché la tête, satisfait. Peut-être que tout n'était pas perdu, après tout. Mais je savais une chose, je ne remettrai jamais mon avenir entre les mains d'un autre. Plus jamais. 3 jours plus tard, j'ai franchi à nouveau les portes de technologie. Cette fois, avec un badge visiteur accroché à ma veste et un contrat de consultant soigneusement rédigé par mon avocat, Maître Leroy, dans ma serviette en cuir. Une serviette que je n'aurais jamais pu m'offrir avec mon ancien salaire, mais que j'avais achetée la veille chez un maroquinier de la rue Auguste-Comte pour marquer ma nouvelle vie. L'atmosphère avait changé. L'urgence paniquée avait cédé la place à une activité plus ordonnée, bien que toujours intense. Les gens me saluaient dans les couloirs avec un mélange de respect et de gêne. J'étais devenue une légende vivante dans l'entreprise, l'architecte déchu qui était revenu sauver ce qu'il avait créé. Dans la salle de conférence principale, Julien m'attendait avec l'équipe technique au complet et quelques membres du comité de direction. Rémi brillait par son absence, comme je l'avais exigé. Je me suis assis à la place qui m'était réservée, au bout de la table, pas à côté de Julien comme autrefois, mais face à lui. Un message subtil mais clair, nous étions désormais des partenaires commerciaux, pas des collègues. Pierre va nous accompagner pendant les 6 prochains mois en tant que consultant stratégique, a annoncé Julien, évitant soigneusement de mentionner les circonstances de mon départ. Il nous aidera à stabiliser nos systèmes et à définir une feuille de route technologique durable. J'ai observé les visages autour de la table. Soulagement chez certains, résignation chez d'autres, curiosité chez les nouveaux qui ne me connaissaient pas. Claire, de la direction commerciale, m'a adressé un sourire complice. Elle avait toujours apprécié mon travail et avait probablement été contre cette refonte précipitée. Je ne suis pas là pour juger, ai-je commencé, choisissant soigneusement mes mots. Je suis là pour reconstruire. Mais avant toute chose, je veux clarifier quelque chose, je ne vais pas simplement réparer l'ancien système. Je vais vous aider à créer quelque chose de mieux, qui combine la stabilité de ce que nous avions avec les innovations dont nous avons réellement besoin. C'était un changement de perspective important. Je n'étais plus le gardien obstiné de l'ancien monde, mais un architecte qui reconnaissait la nécessité d'évoluer à condition que cette évolution soit réfléchie, progressive et respectueuse du travail déjà accompli. Les semaines qui ont suivi ont été intenses mais étrangement satisfaisantes. J'ai travaillé avec mon ancienne équipe, mais avec une distance nouvelle, un détachement professionnel qui me permettait de les guider sans m'impliquer émotionnellement comme avant. Nous avons commencé par stabiliser complètement les systèmes critiques. La facturation d'abord, puis la gestion des commandes, enfin les portails clients. Pour chaque module, j'ai procédé méthodiquement, diagnostic, réparation des fonctions vitales, documentation exhaustive, puis formation de l'équipe. Je ne voulais plus être le seul à détenir les clés du royaume. Un matin, alors que je travaillais dans un espace qu'on m'avait attribué, un petit bureau à l'écart de l'agitation, Léa est venue me trouver avec un café. « Tu sais ce qui est ironique » a-t-elle dit en s'asseyant face à moi. « Le plan que tu mets en œuvre maintenant ressemble beaucoup aux ébauches que tu avais dans ton tiroir avant de partir. Celles dont tu nous parlais parfois. » J'ai souri. La différence, c'est que maintenant, on le fait correctement. Pas à la va-vite pour impressionner des investisseurs. Et tu es payé 10 fois plus, a-t-elle ajouté avec un clin d'œil. Il y a ça aussi, ai-je reconnu en prenant une gorgée de café. À la fin du premier mois, nous avions déjà accompli des miracles. Les systèmes fonctionnaient à nouveau, pas exactement comme avant, mais suffisamment bien pour que les clients retrouvent confiance. Julien, lors d'une réunion de suivi, m'a annoncé que les résiliations de contrats avaient cessé et que certains clients qui étaient partis commençaient même à revenir. Tes systèmes avaient créé une dépendance, m'a-t-il confié. Ils se sont rendus compte que personne d'autre ne leur offrait ce niveau de service. J'ai hoché la tête, satisfait. Ce n'était pas un hasard. J'ai toujours conçu en pensant à l'utilisateur final, pas à l'élégance technique pour elle-même. C'était une pique subtile contre la philosophie de Rémi, et Julien l'a parfaitement comprise. Il a eu la décence de paraître embarrassé. Au fur et à mesure que la situation se stabilisait,
j'ai commencé à travailler sur la deuxième phase de mon mandat, préparer l'avenir. J'ai organisé des ateliers avec l'équipe technique pour repenser notre architecture, en gardant ce qui fonctionnait bien et en identifiant ce qui devait évoluer. Contrairement à Rémi, je ne présentais pas de solution toute faite, je posais des questions, j'écoutais, je guidais. Pourquoi utiliser des microservices ici, demandais-je souvent. Quel problème concret cela résout-il pour nous? Pour nos clients? Cette approche a transformé la culture technique de l'entreprise. Les développeurs ont cessé de courir après les tendances pour réfléchir aux besoins réels. Même David, qui avait été si facilement séduit par les promesses de Rémi, commençait à développer un scepticisme sain envers les solutions à la mode. Un soir, alors que je m'apprêtais à partir, Julien m'a invité à prendre un verre sur la terrasse du dernier étage, avec vue sur Lyon illuminé. Quand tu es parti, j'étais en colère, m'a-t-il avoué en me servant un verre de Côtes-du-Rhône. Pas contre toi, mais contre moi-même. Je savais que j'avais fait une erreur monumentale, mais mon ego m'empêchait de l'admettre. J'ai contemplé la ville en contrebas, ses lumières scintillantes reflétées dans la Saône. Tu sais ce qui m'a le plus blessé? Ce n'est pas que tu aies voulu moderniser les systèmes, je savais qu'il fallait le faire. C'est que tu n'aies pas cru que je pouvais le faire. Il a baissé les yeux. J'ai été ébloui. Par les promesses, les présentations polies, l'idée que quelqu'un d'extérieur verrait quelque chose que nous avions manqué. C'est le syndrome classique du CEO qui a connu trop de succès, on commence à se croire infaillible. J'ai apprécié son honnêteté. Au moins, tu as appris la leçon. À quel prix, a-t-il soupiré? Tu sais combien cette aventure nous a coûté? En argent, en confiance, en image de marque? J'ai préféré ne pas demander le chiffre. Certaines erreurs sont trop coûteuses pour être quantifiées. À la fin du 3e mois, j'ai présenté mon rapport final au comité de direction. Un document concis, honnête et sans compromis. J'y détaillais les forces et les faiblesses de l'architecture actuelle, les risques à surveiller, et une feuille de route pour les 5 années à venir. Pas de jargon inutile, pas de promesses irréalistes, juste une vision claire, basée sur la réalité de l'entreprise et de ses besoins. Ce document vaut son pesant d'or, a commenté le directeur financier après l'avoir lu. C'est la première fois que je comprends vraiment notre infrastructure technique. Ce commentaire m'a fait plus plaisir que n'importe quelle augmentation de salaire. J'avais toujours cru que la technologie devait être comprise par tous, pas seulement par les techniciens. Julien m'a proposé de prolonger mon contrat. 1 an, 2 ans, ce que je voulais. Avec un budget conséquent et une équipe dédiée. La tentation était forte de retrouver ce pouvoir, cette influence que j'avais eue. Mais quelque chose en moi avait changé. Je vais terminer les 6 mois prévus, ai-je répondu. Après, je passerai en supervision mensuelle, mais à distance. J'ai d'autres projets. Il a paru déçu mais pas surpris. Tu as créé ta propre entreprise, c'est ça? J'ai souri. Pas exactement. Disons que j'ai trouvé un nouveau modèle qui me convient mieux. Ce modèle, c'était la liberté. La liberté de choisir mes clients, mes projets, mon temps. La liberté de dire non. La liberté de construire sans m'attacher, d'innover sans contraintes institutionnelles. Pendant les 3 derniers mois de mon mandat, j'ai progressivement transféré mes responsabilités à l'équipe. J'ai organisé des sessions de formation, créé des manuels détaillés, mis en place des procédures de maintenance et d'évolution. Cette fois, je m'assurais que personne ne serait indispensable, pas même moi. Le dernier jour, il n'y a pas eu de grande fête, de discours émouvants ou de cadeaux. Juste un déjeuner simple avec l'équipe technique au café des négociants. Des conversations professionnelles mais chaleureuses, quelques blagues, des promesses de rester en contact. C'était parfait ainsi. En quittant les bureaux pour la dernière fois, j'ai croisé David près des ascenseurs exactement comme lors de mon départ quelques mois plus tôt. Cette fois, tu viendras au pot de départ, a-t-il demandé avec un sourire hésitant. Cette fois, oui, ai-je répondu. Mais ce n'est pas un départ, David. C'est juste un au revoir. Et c'était vrai. Je partais, mais une partie de moi resterait toujours dans ces systèmes, dans ces lignes de code, dans cette architecture invisible qui continuerait à faire battre le cœur de l'entreprise longtemps après mon passage. Aujourd'hui,
Je travaille depuis mon appartement dans le quartier du Vieux-Lyon, dans un bureau lumineux donnant sur la Saône. Les journées commencent tard et finissent quand je le décide. Sur les étagères s'alignent des livres techniques que je lis par plaisir, plus par obligation. Sur mon bureau, à côté de mes écrans, trône une petite sculpture en bois, un cadeau de Thomas lors de mon dernier jour à Technologie. Elle représente un arbre aux racines profondes et aux branches étendues. Pour ne pas oublier ce que tu nous as appris, avait-il écrit sur la carte qui l'accompagnait. Les fondations comptent plus que les décorations. Ma vie professionnelle a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé il y a 1 an. Je suis devenu ce qu'on appelle un architecte nomade, un consultant qui aide les entreprises à éviter précisément l'erreur qu'a commise Technologie. Je ne construis plus de système complet, j'aide les autres à comprendre ce qu'ils ont déjà, à les faire évoluer intelligemment, à résister aux sirènes de la nouveauté pour la nouveauté. Ma réputation s'est construite doucement. D'abord par le bouche à oreille, quand les dirigeants de Technologie ont parlé à leurs homologues d'autres entreprises lyonnaises. Puis par quelques articles dans des revues spécialisées, où j'ai partagé mon expérience sans jamais nommer mon ancien employeur. Comment éviter le syndrome du grand remplacement technologique, titrait l'un d'eux. Il a été plus lu et partagé que je ne l'aurais imaginé. Ma clientèle est variée mais sélective. Des PME en croissance qui veulent éviter les erreurs des grandes entreprises. Des startups qui ont survécu à leur phase initiale et cherchent à consolider leur fondation technique. Parfois, des groupes plus importants qui, après des échecs coûteux, sont prêts à écouter une voix différente. Je me souviens d'un PDG, François Mercier, qui dirigeait une entreprise de logistique à Grenoble. Lors de notre première rencontre dans un café près de la gare Pardieu, il m'a avoué avec une franchise désarmante, « Notre DSI veut tout migrer vers le cloud et réécrire nos applications en microservices. Il dit que c'est inévitable, que nous sommes dépassés. Mais notre système actuel fonctionne depuis 15 ans sans problème majeur. J'ai peur de tout perdre en voulant tout moderniser. » C'était exactement le type de situation pour laquelle j'étais devenu consultant. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris le temps de visiter son entreprise, de parler avec les équipes, d'étudier leur système. Puis je lui ai remis un rapport qui commençait par ces mots, « Vous possédez un patrimoine technologique que beaucoup vous envieraient. Ne le détruisez pas, faites-le évoluer. » Nous avons travaillé ensemble pendant 3 mois. J'ai formé son équipe à reconnaître la valeur de leur code existant, à le documenter correctement, à le moderniser progressivement sans le remplacer brutalement. J'ai aidé son DSI à comprendre qu'être un leader technique, ce n'est pas courir après chaque tendance, mais faire des choix judicieux adaptés au contexte unique de l'entreprise. À la fin de la mission, François m'a invité à dîner au restaurant Paul Bocuse. « Tu nous as économisé des millions », m'a-t-il dit en levant son verre. Mais surtout, tu nous as évité un désastre qui aurait pu nous coûter notre entreprise. Ces moments-là valent tous les salaires du monde. La reconnaissance de ceux qui comprennent que j'ai préservé quelque chose de précieux, pas juste du code, mais une histoire, une culture, un savoir-faire accumulé au fil des ans. Je garde contact avec mon ancienne équipe de Technologie. Nous nous retrouvons parfois le vendredi soir au Café des Artisans, comme au bon vieux temps. Léa est devenue directrice technique après le départ de David pour une start-up parisienne. Thomas dirige l'équipe d'architecture. Sophie a créé sa propre agence d'expérience utilisateur mais continue de travailler avec eux en freelance. Julien m'appelle de temps en temps, souvent sous prétexte de me demander conseil sur une décision technique, mais je soupçonne qu'il cherche surtout à maintenir un lien. Notre relation a évolué vers quelque chose que je n'aurais pas cru possible, un respect mutuel, presque une amitié, marquée par la reconnaissance des erreurs passées et des leçons apprises. Les investisseurs veulent qu'on se développe en Allemagne, m'a-t-il annoncé lors de notre dernier appel. Il suggère une refonte de la plateforme pour s'adapter au marché allemand. Et qu'est-ce que tu leur as répondu, ai-je demandé, curieux de voir s'il avait vraiment retenu la leçon. Que notre système actuel est parfaitement capable de s'adapter à de nouveaux marchés, que c'est justement une de ses forces, et que nous n'allions pas répéter les erreurs du passé. J'ai souri. Au moins, cette crise avait servi à quelque chose. Ma nouvelle vie n'est pas parfaite. Il y a des jours où je regrette la sécurité d'un emploi stable, la camaraderie quotidienne d'une équipe, même la routine structurée des réunions et des délais. Mais ces moments sont rares et passagers.
Ce que j'ai gagné est bien plus précieux, l'autonomie, la reconnaissance de ma valeur, et surtout, le sentiment profond d'aider les autres à éviter des souffrances inutiles. Chaque fois que je persuade une entreprise de valoriser son patrimoine technologique plutôt que de le jeter aux oubliettes, je ressens une satisfaction qui dépasse largement celle de construire quelque chose de nouveau. L'expérience m'a aussi appris l'humilité. Mes systèmes n'étaient pas parfaits, ils auraient effectivement bénéficié d'une modernisation progressive. Rémi n'avait pas entièrement tort sur le fond, seulement sur la méthode. Cette prise de conscience m'a permis d'évoluer, de ne pas rester figé dans mes certitudes d'antan. Je me souviens d'une conversation avec Léa, lors d'une de nos retrouvailles au café. « Tu sais ce qui est ironique ?» m'a-t-elle dit. « Ton départ a finalement forcé tout le monde à comprendre la valeur de ce que tu avais construit. Si tu étais resté, peut-être qu'on n'aurait jamais réalisé à quel point ton travail était important. » Il y avait une vérité douloureuse dans ces mots. Parfois, il faut perdre quelque chose pour en comprendre la valeur. Mais je préfère penser que cette expérience a servi de catalyseur non seulement pour technologie, mais aussi pour moi-même. Elle m'a poussé hors de ma zone de confort, m'a forcé à redéfinir mon identité au-delà de mon rôle dans une seule entreprise. Aujourd'hui, je me prépare à donner une conférence au salon Mirage Tech à Lyon. Mon sujet, l'architecture invisible, construire des systèmes qui durent. Le grand amphithéâtre est déjà presque plein, et parmi les visages dans la foule, je reconnais d'anciens collègues, des clients, et même quelques concurrents curieux. Je ne suis pas nerveux. Je n'ai pas préparé de diapositives impressionnantes ni de démonstrations spectaculaires. Je vais simplement raconter une histoire, mon histoire, celle de technologie, celle de toutes ces entreprises qui se laissent séduire par des promesses de révolution technologique sans comprendre la valeur de ce qu'elles possèdent déjà. Avant de monter sur scène, je vérifie mon téléphone une dernière fois. Un message de Julien: bonne chance pour ta conférence. Tu nous as appris que les meilleurs systèmes sont ceux qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'ils disparaissent. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. Je souris en rangeant mon téléphone. C'est exactement ce que je vais dire à mon auditoire. Les vrais bâtisseurs ne cherchent pas les applaudissements ou les titres ronflants. Ils construisent des fondations solides, résolvent des problèmes complexes, créent des systèmes qui perdurent dans l'ombre. Et quand tout s'effondre, ce sont eux qu'on appelle non pas parce qu'ils étaient passifs, mais parce qu'ils étaient, depuis le début, la véritable source d'énergie. Je monte sur scène, sous les applaudissements polis de l'assistance. Je prends une profonde inspiration et je commence à parler. Non pas comme un expert distant ou un gourou de la technologie, mais comme quelqu'un qui a construit, perdu, puis redécouvert sa voie. Je m'appelle Pierre, dis-je simplement. Et je vais vous raconter l'histoire d'un système qu'on a voulu effacer, jusqu'à ce qu'on découvre qu'on ne pouvait pas fonctionner sans lui. Dans l'auditoire, quelques sourires entendus se dessinent. Certains reconnaissent leur propre histoire dans la mienne. D'autres, j'espère, éviteront de la revivre. Car c'est cela, finalement, mon véritable héritage, non pas les lignes de code que j'ai écrites, mais les erreurs que j'ai aidé à éviter, les systèmes que j'ai aidé à préserver, et les leçons que j'ai partagées avec tous ceux qui étaient prêts à écouter.